Bonjour à tous. Écoutez, nous avons le privilège d'avoir Jacques Percebois, qui fait partie de la petite cohorte des économistes de l'énergie. On a rappelé l'actualité. C'est pas simplement la PPE, les annonces sur le prix de l'électricité, c'est aussi le pacte vert de Mme Ursula von der Leyen. Bon, d'après ce que j'ai compris, on va se spécialiser sur l'électricité, alors que vous avez toujours fait noter que ce n'est que 25% des usages finaux. Et donc, il y a quand même toute une grande partie qui n'est pas électrique. Moi, je voudrais juste aussi vous lancer, puisque vous allez parler de tout ça, sur la question européenne, puisqu'on a libéralisé le marché de l'électricité pour que ça devienne moins cher, et au fait, ça n'arrête pas d'augmenter. Et donc, la question à la fin, c'est, quelqu'un m'a dit, d'une grande boîte, une grande société m'a dit, ah ben l'électricité, en fait, ça ne peut pas se soumettre au marché. Pourquoi ça ne peut pas se soumettre au marché ? Ben, tout simplement parce qu'il faut toujours prévoir la pointe. Et donc, il faut faire marcher, il faut entretenir des équipements qui ne tournent que quelques heures par an. C'est pas comme ça qu'on gagne de l'argent habituellement. Donc, je vous laisse la parole, professeur. Merci beaucoup d'être avec nous. Les questions posées sont complexes. Je ne pense pas que je vais apporter beaucoup de réponses, mais c'est une occasion pour échanger sur, je dirais, l'actualité, d'autant que les organisateurs ont bien visé, parce qu'il sort en même temps la PPE, une réforme de l'AREN, les informations sur l'augmentation du prix de l'électricité. Alors 2,4%, en effet, c'est en partie un rattrapage, parce qu'on aurait dû l'augmenter déjà l'an dernier, mais il y a déjà eu une augmentation de 5,9% en juin dernier. Alors, est-ce que l'électricité restera décarbonée? Oui. Est-ce qu'elle ne sera pas chère? Ça, c'est une autre question, mais je vais l'aborder au fur et à mesure. Alors, si on se centre sur le prix de l'électricité, je crois qu'il faut regarder les fondamentaux. C'est à la fois, évidemment, l'évolution de la demande d'un côté et l'évolution des coûts, donc de la structure de l'offre de l'autre. Quand on regarde, je vais parler assez brièvement, là, 10 à 15 minutes, pour pouvoir laisser le temps ensuite au débat, donc je ne vais pas tout traiter. Simplement, au niveau de la demande, la PPE, enfin, les informations qui viennent d'être publiées sur la PPE définitive montrent qu'il est bien prévu de continuer à baisser la consommation finale d'énergie, donc l'énergie finale de 7,6% à l'horizon 2023, plus à l'horizon 2028, puisque c'est 16,5%. La demande de gaz devrait baisser assez fortement. L'électricité, c'est plus flou, parce qu'on a l'impression que c'est stabilisé ou que ça peut baisser un peu. Néanmoins, certains considèrent, et j'en fais partie, que la demande d'électricité devrait plutôt croître, pour deux raisons. La première, c'est le développement des usages connectés. La deuxième raison, c'est quand même le développement du véhicule électrique. Donc il y a quand même des facteurs qui militent pour une hausse. À cela s'ajoute le fait que la nouvelle réglementation thermique 2020 est plutôt favorable à l'électricité. Et donc il va y avoir une sorte de switch entre le gaz et l'électricité. Le gaz avait été favorisé dans la précédente. À l'heure actuelle, c'est plutôt l'électricité qui va être favorisée. Donc on peut s'attendre à une demande croissante d'électricité pour cette raison. Alors c'est vrai qu'en même temps, il y a beaucoup de facteurs qui militent en faveur de l'efficacité énergétique. Et donc, bien évidemment, c'est plutôt un élément qui devrait stabiliser, voire faire baisser un peu la demande d'électricité. Mais la grande incertitude, c'est quand même, est-ce qu'on va respecter les enjeux très ambitieux, à mon avis, de la PPE à l'horizon 2050. Alors 2050, c'est loin. Là, pour l'instant, on regarde 2023-2028. On est quand même très, très ambitieux sur la réduction de la demande. Et notamment sur l'efficacité dans le bâtiment. Parce que le gros problème, c'est quand même l'efficacité dans le bâtiment. Le deuxième point, c'est l'évolution des coûts. Et donc là, il faut regarder l'offre. Alors, je ne vais pas revenir sur les annonces de la PPE, mais il est bien clair que, je dirais, on entérine ce qui était prévu, c'est-à-dire une baisse de la part du nucléaire. Donc on va augmenter les renouvelables. Dans les renouvelables, c'est bien sûr le solaire, c'est l'éolien. Dans l'éolien, c'est plutôt l'éolien en mer, l'éolien offshore, que l'éolien terrestre. On est un peu plus ambitieux pour l'éolien offshore, peut-être même assez ambitieux, mais c'est vrai que par rapport à la moyenne européenne, on est très en deçà. Et peut-être un peu moins ambitieux pour l'éolien terrestre. Il y a des perspectives pour le biogaz. Sur le nucléaire, finalement, la réduction annoncée se vérifie, c'est-à-dire qu'on va fermer 14 centrales à terme, dont les deux de Fessenheim.
Mais ça va se faire assez progressivement quand même, parce que ça signifie que la plupart des centrales vont quand même aller à 50 ans. Hein. Bon, donc, c'est un point important, parce que certains pensaient qu'on allait peut-être fermer plus rapidement les centrales nucléaires. Alors la règle, c'est qu'on va en fermer deux, si j'ai bien compris, 2 par site. Donc on ne va pas fermer 2 sites, on va réduire le nombre de réacteurs par site. Et donc ça veut dire qu'aucun site ne sera véritablement fermé. Dans le même temps, on doit fermer les 4 centrales à charbon, avec quand même des débats pour savoir, je dirais, par quoi on va les remplacer. Alors c'est notamment difficile sur Gardanne, parce que là, on ne sait pas très bien par quoi on va remplacer. C'est peut-être plus facile sur Nantes, mais il y a aussi des débats sur notamment la nécessité de maintenir la pointe, parce que dans l'électricité, en effet, le problème, c'est de passer la pointe. C'est pas passer la moyenne. La moyenne, je dirais, on la passe. La question, c'est est-ce que la pointe sera passée grâce... Là, on a besoin du thermique. Alors, je sais bien que la réponse peut être aussi... on a les renouvelables et le nucléaire. Alors ça, c'est une question, moi, que je suis prêt à aborder ensuite dans la discussion. Je ne peux pas trop la développer maintenant. C'est le suivi de charge. Aujourd'hui, le suivi de charge, on a l'impression que c'est le nucléaire qui fait le suivi de charge. C'est-à-dire qu'on réduit la part du nucléaire pour faire passer les renouvelables. Et je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Alors, sur le plan technique, on a peut-être des bonnes... je dirais bonne surprise, c'est-à-dire que sur le plan technique, c'est assez facile de réduire, je dirais, la puissance nucléaire, on sait le faire. Je ne suis pas sûr que sur le plan économique, ce soit une bonne chose si on remplace de l'électricité décarbonée par de l'électricité décarbonée plus chère. Alors concernant les coûts, les coûts, il faut regarder les 3 composantes du prix du kilowattheure pour un consommateur final. Donc, pour faire simple, en France, pour un consommateur domestique, c'est à peu près 36% le coût de production, c'est 30% le coût des réseaux et c'est 34% les taxes. Donc, c'est le poids des taxes qui est quand même très important. Et c'est lui qui a augmenté le plus depuis 10 à 15 ans, très largement, et notamment à cause de la CSPE, c'est-à-dire la contribution au service public de l'électricité, qui permet de financer le surcoût des renouvelables. Si on regarde maintenant chaque élément, concernant le coût de production de l'électricité, alors évidemment, ce qui va être déterminant, c'est le coût du nucléaire. Alors jusqu'à maintenant, on avait le système de l'Arenh, mais vous savez qu'elle devait prendre fin en 2025. Le gouvernement a proposé ces tout derniers jours un nouveau système pour anticiper la fin de 2025, qui souhaite d'ailleurs, si j'ai bien compris, que le nouveau système entre en application le plus rapidement possible. Donc ça veut dire avant 2025. Alors ce nouveau système, ce n'est plus un prix fixe pour l'Arenh. Alors l'Arenh, c'était un système qui permettait aux concurrents d'EDF de se sourcer, je dirais, aux mêmes conditions que le prix de revient du nucléaire amorti. Donc c'était un prix qui était différent du prix moyen, parce que le nucléaire amorti, évidemment, le niveau est inférieur au coût moyen actualisé du kilowattheure ou du mégawattheure. Mais ce système avait un inconvénient, c'est que lorsque le prix du marché de gros était plus faible que l'Arenh, eh bien évidemment, les alternatifs ne faisaient pas appel à l'Arenh. Et donc, alors ils achetaient quand même du nucléaire de fait sur le marché, mais ils l'achetaient au prix du marché qui était inférieur, et non pas au niveau de l'Arenh. Ce qui posait un problème. Au fond, c'était un système asymétrique, puisque les avantages et inconvénients n'étaient pas les mêmes de part et d'autre. Alors, le nouveau système, alors pourquoi les prix baissaient sur le marché de gros, ça c'est important de le rappeler, c'est parce que la logique du merit order fait que les énergies renouvelables, le solaire et l'éolien en particulier, mais c'est vrai aussi pour l'hydraulique au fil de l'eau, font des enchères à prix quasiment nul, à prix nul, puisque de toute façon l'éolien et le solaire bénéficient de prix garantis. Et donc, le coût marginal étant nul, elles sont prioritaires et ça fait baisser le prix d'équilibre sur le marché de gros. Ça ne veut pas dire que ça fait baisser le prix de l'électricité parce qu'on fait baisser le prix sur le marché de gros avec la logique du merit order, mais le surcoût, du coup, augmente et donc les taxes augmentent. Donc, on avait le prix TTC qui augmentait au moment où le prix spot avait tendance à baisser. Et donc, les prix spot avaient pu monter, ils ont baissé. En 2019, les prix spot ont baissé. En moyenne, on est passé de 50 à 40 à peine, puisque ces jours-ci, ça a remonté un petit peu. Mais on était aux alentours de 40. La moyenne en 2019, je crois, doit être autour de 46, 47. Mais ça a été plus élevé à certaines époques. Ça a été plus bas à d'autres. En 2016, on était aux alentours de 30. Et, tout simplement parce que la logique du merit order faisait que les prix spot avaient tendance à baisser. Alors le nouveau système, c'est un système astucieux
Mais je dirais le diable est dans les détails, parce que pour l'instant, on a le mécanisme. Alors, le mécanisme, c'est un corridor. Moi, j'ai fait un petit papier dans Connaissance et énergie qui vient de paraître, qui dit on est passé de l'arène au serpent. Enfin, c'est une sorte de serpent, un peu comme le serpent monétaire européen qui a fonctionné entre 1972 et 1978. Alors, vous savez, le serpent, il a fonctionné à l'intérieur d'un couloir, et puis ensuite, il est sorti du couloir. Hein. Mais l'idée, c'est le prix de l'électricité nucléaire, c'est-à-dire le prix de gros, on vendra le nucléaire. EDF aura l'obligation de vendre tout son nucléaire sur le marché de gros, à l'exception des contrats à long terme. Donc on vend tout le nucléaire sur le marché de gros, mais si le prix sur le marché de gros est supérieur à un plafond à déterminer, à ce moment-là, EDF, ex post, par un système financier, rétrocédera aux alternatifs le surcoût. C'est-à-dire que les alternatifs auront la garantie qu'ils auront acheté in fine le nucléaire au prix plafond. À l'inverse, et là, de ce point de vue, c'est un avantage, le système est symétrique, c'est-à-dire que si le prix de gros est en deçà du prix plancher, cette fois, ce sont les alternatifs qui, ex post, rembourseront la différence à EDF. Donc, au fond, le prix de l'électricité nucléaire évoluera à l'intérieur d'un couloir, d'un corridor, d'un tunnel, on pourrait appeler ça comme on veut, enfin, officiellement le texte c'est corridor, mais un corridor qui sera d'un diamètre très, très faible. Je trouve que 6 euros, c'est annoncé 6 euros par mégawattheure. 6 euros par mégawattheure, c'est très faible. Donc ce n'est pas un prix fixe, mais c'est quand même un prix relativement étroit. Bon, on verra ce que ça va donner. Donc, au fond, EDF sera, je dirais, un acheteur comme les autres. Hein. EDF fournisseur achètera le nucléaire, je dirais exactement comme le font les alternatifs. Alors ce système, on peut en discuter, il a des vertus. Évidemment, la grande difficulté, c'est qui va fixer le prix plafond, le prix plancher. En principe, c'est la CRE, si j'ai bien compris, à vérifier, puisqu'il y a un débat à l'heure actuelle, c'est ouvert. Et la grande question, c'est à quel niveau et surtout comment ça va évoluer dans le temps. Est-ce que le prix va être fixé né variéture pendant longtemps ou est-ce qu'il faut le revoir périodiquement? L'idée, c'est sur la base du coût objectif du nucléaire amorti. On y met d'ailleurs Flamanville, hein, mais c'est le nucléaire amorti. On ne parle pas pour l'instant du nouveau nucléaire. Donc ça revient, au fond, c'est un peu un préalable pour pouvoir faire l'opération Hercule, c'est-à-dire dissocier, je dirais, l'EDF bleu et l'EDF vert, parce qu'il y aura d'un côté le nucléaire et de l'autre les autres formes d'électricité. Alors l'autre élément, c'est le prix du carbone. Ça va jouer, le prix du carbone peut jouer. Alors le prix du carbone, il devrait plutôt augmenter, parce que la tendance en Europe, c'est bien de réduire les quotas pour faire monter le prix du carbone. Et on a quand même besoin, aux heures de pointe, de faire appel à de l'électricité thermique. Alors cette électricité thermique, elle sera de plus en plus, peut-être de moins en moins charbon, de plus en plus gaz, surtout si les Allemands confirment bien la baisse, la fermeture du charbon et la fermeture plus rapide des centrales à charbon. Donc le prix du carbone devrait plutôt faire monter les prix, notamment en semi-basse ou aux heures de pointe, le prix de l'électricité aux heures de pointe. Un autre élément qui peut jouer dans l'augmentation, dans le sens d'une augmentation, c'est la fermeture accélérée des centrales au charbon allemandes. On est un peu en surcapacité électrique en Europe. Si les Allemands ferment les centrales à charbon et qu'ils n'ont pas nécessairement, je dirais, des solutions de repli, ça peut en effet faire monter le prix. À l'inverse, il y a des éléments qui jouent en faveur d'une baisse, parce que le prix du gaz aurait plutôt tendance à baisser. D'ailleurs, il va baisser pour le consommateur final. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est en surcapacité mondiale en gaz, et notamment le gaz américain, il est vendu actuellement à moins de $2 par million de BTU aux États-Unis. Et donc les Américains, ils veulent accroître leurs exportations en Europe. Il va y avoir une concurrence d'ailleurs avec le gaz russe. Alors officiellement, pour des raisons politiques, les Américains disent qu'il faut que vous achetiez du gaz américain plutôt que du gaz russe. Mais la compétition peut se faire, d'autant que les Russes ont quand même des marges de manœuvre pour baisser le prix du gaz. Donc, à mon avis, la compétition entre les États-Unis et la Russie en matière de gaz peut être favorable au prix du gaz en Europe. En même temps, le prix du gaz, même s'il est en partie déconnecté, ne peut pas être totalement déconnecté du prix du pétrole. Alors la question maintenant, est-ce que le prix du pétrole va monter ?
Pour l'instant, les tensions internationales, même les opérations militaires qu'on a observées en Arabie Saoudite, n'ont pas entraîné de choc pétrolier. Ça ne veut pas dire que le prix du pétrole ne peut pas monter dans certaines circonstances. Si le prix du pétrole monte, il y a quand même encore en partie une indexation du prix du gaz sur le prix du pétrole. Donc ça, c'est plutôt un élément, je dirais, qui pourrait jouer alors, dans un cas à la baisse, dans l'autre à la hausse. L'autre élément, c'est le marché de capacité. C'est-à-dire qu'il faut aussi tenir compte du fait que si le prix spot a tendance à baisser, comme le marché énergie only ne permet pas de financer les coûts fixes des centrales, il faut un marché de capacité pour financer le kilowatt. Donc on a d'ailleurs avec le marché de production le même problème avec les réseaux. C'est-à-dire qu'on dimensionne en fonction de la puissance, on rémunère en fonction de l'énergie. Et là, il y a une dualité qui pose problème. Donc, je dirais cet élément-là est important. Alors, est-ce que sur le marché spot, l'injection croissante d'électricité renouvelable va continuer à faire baisser les prix? On a quand même eu des prix très très faibles à certains moments, même encore cette année. Au moment de Noël, il y a même eu un prix négatif. Est-ce que ça va continuer? Je dirais la réforme de l'aide aux renouvelables fait qu'on va plutôt aujourd'hui vers des feed-in premium ou des appels d'offres. La tendance est quand même généraliser les appels d'offres. Donc en principe, c'est quand même moins coûteux que le système des feed-in premium. Donc on encadre. Il faut bien voir qu'on encadre fortement aujourd'hui le prix de l'électricité. On a d'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on a un peu avec le nucléaire en France le même système que les contrats pour différence anglais. C'est-à-dire au fond, en Angleterre, vous avez un système. Les Anglais ont été les premiers à libéraliser le système en disant il faut nous suivre parce que c'est nous qui avons raison. Et puis ensuite, ils ont été les premiers à réguler en disant il faut nous suivre parce que c'est encore nous qui avons raison. Et finalement, il faut toujours suivre les Anglais parce que je crois qu'ils ont toujours raison. Mais en l'occurrence, sur l'énergie, la politique anglaise est relativement pertinente. Et c'est vrai que le système des contrats pour différence anglais ressemble, ou le système français aujourd'hui ressemble un peu au système anglais. Alors l'autre élément, ça c'est la première composante. La deuxième composante, c'est les réseaux. Alors je vais être plus rapide sur le reste. Les réseaux, le problème des réseaux, c'est que là, les coûts sont plutôt orientés à la hausse. On voit que par exemple les investissements de RTE, c'est quand même 33 milliards annoncés, 2 milliards par an. Enfin je crois que c'est 1,8 pour l'année qui vient, mais c'est relativement important. Sur les 15 ans, 33 milliards d'euros. Alors pourquoi? Parce qu'il faut moderniser le réseau, mais il faut absorber aussi les renouvelables. C'est pareil sur la distribution. Et là, je dirais, il y a un double problème, fixer le niveau du péage d'accès au réseau, mais aussi fixer la structure. Il faut revoir la structure des réseaux. C'est comme pour, je disais tout à l'heure, les péages d'accès au réseau sont dans la plupart des pays européens, ce n'est pas vrai partout, je dirais, des péages dont la structure n'est pas correcte. C'est-à-dire qu'en fait, les réseaux sont dimensionnés en fonction de la puissance souscrite, puissance appelée, et la rémunération se fait en fonction de l'énergie soutirée. Et donc, avec le développement de l'autoconsommation, alors pour l'instant, en France, c'est modeste, ça l'est un peu plus en Italie, ça l'est nettement plus en Allemagne, mais avec le développement de l'autoconsommation, et même avec le système actuel, eh bien, le consommateur ne paie pas une part fixe en pourcentage suffisante par rapport à sa consommation. Et donc on peut avoir d'ailleurs, si on raisonne à la limite, on peut avoir ce qu'on appelle un système de boucle vers le bas, c'est-à-dire vous mettez du photovoltaïque, donc vous n'appelez le réseau que quand vous avez besoin, mais vous payez uniquement quand vous soutirez de l'électricité. C'est une sorte de spirale de la mort pour le gestionnaire du réseau, parce que seuls les gens modestes qui n'auront pas mis de photovoltaïque sur leur toit à terme paieront le réseau, puisque les autres ne paient le réseau que quand ils l'appellent. Donc il faut modifier la structure. Aujourd'hui, c'est 80 en fonction de l'énergie, 20 en fonction de la puissance. En fait, il faudrait probablement inverser. Je ne pense pas d'ailleurs que les gestionnaires du réseau puissent obtenir cette inversion, mais s'il y avait 50-50, ce serait déjà pas mal. Donc ça, c'est un élément important, mais là, ça milite plutôt en faveur d'une hausse. Et puis alors, le troisième point, c'est la troisième composante, c'est quand même le niveau des taxes. Alors, comme vous le savez, les taxes ont fortement monté. Alors, les taxes, c'est essentiellement la CSPE, mais il y a aussi la CTA, il y a aussi la TVA. Donc, pour l'instant, la TVA sur la puissance, c'est 5,5. Pour le reste, c'est le taux normal.
La CSPE est plafonnée. Elle est plafonnée à 22,5 € par mégawattheure, puisque maintenant il y a eu un switching en quelque sorte. Hein, c'est une partie de la TICPE, donc des taxes pétrolières qui financent le surcoût des renouvelables. Enfin, on continue à payer la CSPE qui est versée au budget général et une partie finance quand même des missions de service public. Alors elle est plafonnée pour l'instant. Est-ce qu'elle pourrait être déplafonnée ? On ne peut pas l'exclure. Hein. Je ne sais pas si le législateur maintiendra le plafonnement durablement, mais pour l'instant, elle est plafonnée. Donc, je dirais, c'est difficile d'anticiper. On voit finalement qu'on a un système qui reste un système extrêmement dual. On a à la fois des mécanismes de marché, mais on a encadré ces mécanismes de marché avec beaucoup de régulation. Alors, la question, c'est est-ce qu'il fallait faire confiance aux mécanismes du marché quand on regarde le prix de l'électricité, on s'aperçoit que, de toute façon, les réseaux et les taxes, déjà, c'est du régulé. Donc, ce qui est ouvert au marché, au mieux, c'est un gros tiers. Et sur ce tiers, on le voit aujourd'hui, eh bien, on a de plus en plus d'interventions, et c'est obligé d'intervention de l'État, parce qu'en effet, le problème de l'électricien, c'est pas de fournir un produit, c'est de fournir une puissance. Et cette puissance, elle varie fortement. Il faut éviter la défaillance. Alors, on a l'impression qu'on a re-régulé. Je crois que ce système qu'on a mis en place, là, c'est une condition un peu sine qua non pour permettre de faire la réforme institutionnelle. Il faut encore que ça passe à Bruxelles. Hein. Ce n'est pas évident que la Commission européenne dise oui à tout. Hein. Finalement, on re-régule. Bon, je pense qu'encore quelques efforts, et puis demain, on verra que les monopoles publics intégrés ont des vertus. Merci. Vous avez rappelé, ça c'est très, 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 très important, la différence entre le kilowatt et le kilowattheure. Et c'est quelque chose, quelquefois, qu'on a beaucoup de mal à faire comprendre aux Français. Alors, tout le monde ici hoche la tête. Moi, j'ai juste une petite question, c'est la question des investissements. Comme on le sait, les renouvelables ont besoin d'un backup pilotable. Et donc, toute la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que maintenant le prix de l'électricité permet les investissements nécessaires à la sortie du nucléaire ou à l'horizon, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et pour l'instant, il ne le semble pas, quoi. Il faut voir aussi que les interconnexions européennes font que chacun a tendance à un peu compter sur les autres en cas de problème. Bon, alors, il y a des éléments qu'on peut utiliser. Par exemple, on peut utiliser l'effacement de la demande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même des marges sur l'effacement de la demande. Et le numérique va permettre probablement d'avoir une gestion beaucoup plus efficace de la demande. Donc ça, c'est un élément. L'autre élément, c'est en backup, on a quand même, je dirais, un certain nombre de moyens aujourd'hui disponibles à l'échelle européenne. À cela s'ajoute le fait que, en plus, le pilotage de la demande, il y a en effet des contrats avec des clients interruptibles. Et puis, le grand espoir pour beaucoup, c'est le stockage. Le stockage de l'électricité renouvelable, en disant, si on développe par le système des batteries, et notamment le développement du véhicule électrique, on aura beaucoup de batteries. Si ensuite on fait du power to gas, on peut avoir des moyens de stocker. Il se trouve que, avec un collègue du CEA, j'ai fait une petite étude qui, je dirais, a été publiée dans une revue qui s'appelle Energy Policy. C'est une étude un peu académique. On a pris les données de RTE de 2015. On a fait l'hypothèse, parce qu'on avait les données horaires, hein, on a fait l'hypothèse qu'on réduisait à 50% la part du nucléaire et on a remplacé l'équivalent par des renouvelables. Et on a dit, on va mettre en place un système de stockage-déstockage. Le coût du stockage, avec les informations dont on avait, un certain nombre d'hypothèses, hein, je ne peux pas développer, mais on est quand même un coût de stockage qui varie entre 40 et 100 € le mégawattheure. Donc ça fait quand même cher. Ceci étant, si on laisse la logique du merit order, alors c'était ça un peu l'objet de l'étude, c'est de dire la chose suivante. Lorsque on fait la logique du merit order sur un système de marché fondé sur les coûts marginaux, entre parenthèses, je fais observer que si demain il n'y avait que du renouvelable, le système du merit order pourrait pas fonctionner puisqu'on serait à prix égal à 0 tout le temps. Donc il faut trouver un autre système. Alors certains ont dit, il y a une solution, il faut faire du coût marginal pour les centrales pilotables et du coût moyen pour les centrales non pilotables. Sur le papier, c'est bien. Dans la pratique, c'est pas facile. Alors, il y a une autre solution, c'est un peu celle qu'on a proposée dans le papier, c'est de dire
Pour le thermique, on introduit une externalité. L'externalité, c'est le prix du CO2, puisque c'est proportionnel à la quantité de kilowattheure. Donc, dans chaque kilowattheure, il y a la même quantité de CO2 thermique, pour un kilowattheure thermique. Donc, l'idée, puisqu'on le fait pour le thermique, il faut le faire pour tout le monde. Donc, considérons qu'à chaque fois qu'on fait du mérite order avec des renouvelables, il faut prévoir un coût de stockage, déstockage. Et donc, à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut ajouter, alors on a pris l'hypothèse, par exemple, de 50 € par mégawattheure dans l'état actuel de calcul, et on s'aperçoit que si le prix du CO2, ce qui est le cas aujourd'hui, est à 25 € la tonne, aujourd'hui il est entre 24 et 26, il est monté à 26, mais il est redescendu, je crois, à 24, à ce moment-là, les centrales renouvelables à coût marginal nul, mais avec l'externalité négative que constitue le stockage-déstockage, passe avant les centrales thermiques dès lors que le prix du CO2 est à 25. Et le nucléaire, lui, est toujours le premier. Alors quand même qu'il faut rétablir un minimum d'équité. Donc si on met une externalité négative pour les renouvelables et pour le thermique, il faut aussi regarder est-ce qu'il n'y a pas une externalité négative avec le nucléaire. Alors il y en a une qui est proportionnelle à la quantité de kilowattheures, c'est le stockage des déchets. Donc on a introduit le stockage des déchets tel qu'il est retenu par la Cour des comptes. Alors la logique du mérite order fait que le nucléaire avec stockage des déchets passe avant les renouvelables avec stockage des stockages de l'électricité et avant le thermique avec un prix de la tonne de CO2 à 25 €. Alors maintenant, si on prend 100 € pour évidemment les renouvelables, coût de stockage, déstockage, ça ne marche plus. Ça ne peut marcher que si le prix de la tonne de CO2 dépasse 120 €. Donc 120 € par tonne de CO2. On va dire aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais ça peut l'être. Ça peut l'être. Ça peut l'être. Donc ce n'est pas du tout absurde d'avoir, je dirais, un merit order où on aurait du nucléaire. Alors peut-être que le coût du stockage des déchets doit être revu à la hausse, mais le nucléaire serait toujours en avance par rapport aux renouvelables, même avec un coût élevé du stockage, et par rapport au thermique avec un coût élevé du CO2. Donc une solution peut être le coût du stockage des stockages. C'est le coût de l'intermittence alors. Alors dans ce cas-là, c'est le coût de l'intermittence, oui. C'est le coût. On peut dire stockage des stockages, c'est le coût de l'intermittence. Alors beaucoup espèrent que le coût de stockage des stockages peut chuter. Bon, mais dans l'état actuel des choses, c'est pas trop le cas. Enfin, on peut espérer que ça baisse. Passionnant, hein. Non, mais ça prouve que c'est imparfait, quoi, et qu'on cherche quelque chose de un peu plus approprié, quoi. Voilà, c'est pas encore parfait, quoi. Hein. Oui, la politique de libéralisation, au fond, quand on refait un historique, on voit que pourquoi on a libéralisé. On a libéralisé parce que c'est les textes. Parce que l'électricité devait obéir aux règles du marché commun puis du marché unique. Et on a considéré que c'était une marchandise comme les autres. Et on s'est aperçu, je dirais, au fil du temps, que ce n'était pas tout à fait vrai. Ce qu'on a cherché en libéralisant, c'est supprimer des rentes. Certains considéraient que les entreprises publiques avaient des rentes dans certains pays, ce qui n'était pas vrai partout d'ailleurs, mais enfin qu'il y avait des rentes. Il fallait favoriser l'innovation. L'idée, c'était le marché... la concurrence, ça permet l'innovation. C'était de permettre au consommateur final de choisir son fournisseur. Et c'était d'inciter à une convergence des prix de l'électricité. Et ça, c'était important dans les débats. Alors, les rentes, bon, probablement, il y a des entreprises qui avaient des rentes. Alors, c'était surtout vrai en Angleterre, d'ailleurs, hein, parce que le système anglais n'était pas efficace. Il y avait 160 000 employés, entreprises publiques anglaises, quand EDF en avait 100 000. Hein. Bon. Là, il y avait des rentes et les prix étaient relativement élevés. Pour le reste, bon, ça n'a pas été absolument déterminant. L'innovation, pas tellement, parce que finalement, la seule innovation qu'on a vue, c'est les renouvelables, et c'est à travers les prix garantis. Et, pardon ? Les cycles combinés, si. Alors voilà, les TGV, les turbines gaz-vapeur, les cycles combinés. L'innovation, c'était les cycles combinés. Mais il n'y a pas eu quand même, parce qu'on avait beaucoup de capacités, donc il n'y a pas eu de grandes innovations, je dirais, technologiques, à la différence, parce que le modèle, c'était le modèle des télécoms. On a pensé qu'on aurait... Il y a deux libéralisations qui ont bien marché. C'est les télécoms et c'est l'aérien. Mais dans les deux cas, la demande était en forte expansion et il y a eu du progrès technique, surtout dans les télécoms. La libéralisation s'est faite dans un contexte de progrès technique. L'électricité, il n'y a pas l'équivalent, sauf en effet les centrales à cycle combiné.
Le seul succès, si j'ose dire, pour autant que ce soit un succès, c'est que le consommateur, il peut choisir son fournisseur. Aujourd'hui, même en France, il y a, je crois, 2/3 des sites sont encore en tarif régulé. Si je prends tous les consommateurs, domestiques et professionnels, 1/3 est encore dérégulé. C'est à peu près ça. Par contre, en volume, c'est l'inverse. En volume, on a essentiellement quasiment les 2/3 de l'énergie, de l'électricité vendue en France, elle est vendue à un prix de marché aujourd'hui. Elle n'est plus dans le cadre de contrats TRV, hein, puisque le TRV vert et jaune, ils ont disparu. Bon. Donc, alors, de ce point de vue, c'est vrai, on peut dire, on peut choisir son fournisseur. Bon, est-ce que c'est un grand progrès? On peut discuter. Enfin, on peut choisir son fournisseur. Vous avez maintenant, je crois, 73 fournisseurs actifs vraiment sur le marché français. Alors, la convergence des prix. Alors là, pas du tout. Pas de convergence du prix final, du prix TTC. Tout simplement parce que le coût des réseaux est différent d'un pays à l'autre, la structure des tarifs est différente. Aussi parce que les taxes sont différentes. Par conséquent, il y a eu convergence des prix de gros. Voilà, il y a convergence, et pas toujours, parce que les Allemands ont des prix de gros un peu différents des prix français, hein, puisqu'ils ont trop d'électricité à certaines heures. Mais la seule convergence qu'on a pu observer, c'est une convergence des prix de gros. Donc finalement, le modèle qu'on a voulu appliquer pour l'électricité en disant ça a marché pour les télécoms, ça devrait marcher pour l'électricité, ce modèle a ignoré une contrainte qui est une contrainte physique, les lois de l'électricité. Oui, mais les ingénieurs le savaient, je ne suis pas sûr que ceux qui ont mis en place les règles juridiques le savaient nécessairement. La tarification, est-ce qu'elle va rester une tarification binôme avec puissance, énergie? Est-ce qu'au fond, demain, on n'aura pas, comme dans les télécoms, un système de tarification simplement à la puissance? Si on regarde la structure des coûts de production de l'électricité, on dit souvent le nucléaire, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de coûts fixes. Mais c'est encore plus vrai pour le solaire et l'éolien. C'est plus de 90% du solaire et de l'éolien, c'est des coûts fixes. Et par conséquent, on pourrait concevoir demain que vous ayez accès, le consommateur a accès à une certaine puissance, il utilise un peu comme il veut, avec peut-être quand même des barrières pour qu'il n'y ait pas d'abus à certains moments, on peut trouver des mécanismes, mais que la tarification se fasse essentiellement à la puissance, en tout cas que la part puissance soit beaucoup plus élevée. Politiquement, ce n'est pas facile, parce qu'à chaque fois qu'on veut augmenter l'abonnement, par exemple, etc., les gens considèrent que c'est un problème, parce qu'il faut sortir, je dirais, quelle que soit l'utilisation. Mais on peut, je pense d'ailleurs qu'il y a eu des travaux là-dessus, hein, même sur le plan académique, pour voir dans quelle mesure on pourrait faire demain, et demain on peut s'orienter. Si on a 100% d'électricité dont les coûts sont essentiellement des coûts fixes, il faudra logiquement aller vers une tarification où la puissance jouera davantage. Je crois que ça, c'est un élément indiscutable. Traditionnellement, il y a moins de taxes sur le gaz que sur l'électricité. Alors, on peut trouver que c'est injuste. La raison de l'augmentation des taxes, il faut la chercher dans les renouvelables d'électricité. C'est ça la principale raison. Alors, comme maintenant, c'est une partie de la TICPE qui paye le surcoût des renouvelables, la logique, ce serait de baisser les taxes sur l'électricité. La CSPE n'a plus de raison d'être plafonnée à 22,5. D'ailleurs, M. Lévy l'a dit. Il a dit qu'on pourrait baisser le prix de l'électricité en baissant les taxes. Bon, les États n'aiment pas baisser les taxes. Ils ont toujours besoin d'argent, donc c'est rare qu'on baisse des taxes hein, pour le plaisir, ou si on les baisse d'un côté, on les augmente de l'autre. Mais c'est vrai que l'électricité peut être surtaxée, mais si on entre dans ce débat, on peut ajouter... l'essence est très taxée aussi. Quand j'achète un litre d'essence, les 3/4, c'est des taxes. Donc, quelle est la justification des taxes? C'est de rapporter de l'argent à l'État. Si on considère que l'électricité est nationale, qu'il faut l'encourager, on peut en effet jouer sur les taxes. Alors la principale taxe sur laquelle on peut jouer, c'est bien sûr la CSPE. Oui, alors j'ai vu l'annonce, en effet. Alors c'est sur les autoroutes, hein, parce que si on veut recharger sa voiture chez soi, ça coûte moins cher. Hein. Donc c'est sur les autoroutes. Alors le risque, en effet, c'est que demain, je dirais, ce qu'on veut, c'est quand même développer les recharges publiques. Donc si on commence par augmenter le prix sur les autoroutes, il y a des risques qu'on dise ensuite, sur l'ensemble des recharges publiques, il faudra aussi augmenter les prix.
Alors ça, c'est une question. Quelle sera demain l'évolution du coût des recharges? Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas tendance à faire ce qu'on a fait avec les renouvelables, c'est-à-dire subventionner directement ou indirectement certains usages en disant c'est l'avenir, et puis après on se rend compte que c'est individuellement une bonne solution, mais collectivement coûteux. Mais c'est vrai, j'ai vu passer ça. Alors il faut dire aussi que sur les autoroutes, le consommateur il est un peu captif, hein, donc ceci peut expliquer cela. Je ne connais pas les... je pense qu'il y a le ministère qui peut répondre à la dernière question. Pour l'instant, à ma connaissance, dans ce qui est public, rien n'est dit sur le nouveau nucléaire. Mais je peux me tromper parce que moi, je n'ai pas beaucoup plus d'informations que la presse. Hein. J'ai vu ce qui est sorti. Le nouveau nucléaire n'est pas concerné. Mais le nouveau nucléaire, il ne va pas intervenir tout de suite. Hein. Les 6 EPR qu'on envisage, il faut déjà décider qu'on les fait. Et ensuite, il faut les construire. Et donc, je dirais, on a le temps. On a le temps de revoir la copie. D'autant que là, la proposition du ministère, c'est une proposition, je dirais, qui est en débat. Alors, on peut en effet se poser la question, est-ce que demain, tout le nucléaire sera concerné? Auquel cas, il faut anticiper que si tel était le cas, sachant que le nouveau nucléaire, lui, de toute façon, coûtera plus cher, il faut en tenir compte. Alors, par contre, il y a suffisamment de questions à régler avec le nucléaire actuel, parce que dans le système actuel, regardez ce qui vient, si j'ai bien compris ce qui a été dit dans la PPE, c'est que EDF, s'il prolonge les centrales jusqu'à 50 ans, ne pourra pas demander de compensation pour manque à gagner au-delà. Hein, puisque vous savez qu'avec Fessenheim, EDF a le droit à 400 millions et il est dit, vous aurez un complément pour le manque à gagner si les réacteurs avaient continué. À mon avis, ils n'auront jamais le complément. Mais ils auront les 400 millions sûrement, peut-être. Enfin, j'espère sûrement, quand même. Mais le reste, je suis un peu dubitatif. Alors, à partir du moment où on annonce que les réacteurs, il y en a qui vont sûrement aller jusqu'à 60 ans, il faut quand même faire le grand carénage. C'est-à-dire qu'il faut faire des investissements pour les prolonger, même jusqu'à 50 ans. Donc, il y a des investissements à faire. À partir du moment où on annonce que ces investissements permettront d'aller jusqu'à 50 ans et qu'au-delà de 50 ans, on fermera les fameux 12, puisque ça fait 14 moins 2, les fameux 12 réacteurs, il n'y aura plus de compensation. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas s'attendre à avoir des rentes très importantes de ce côté-là. Alors maintenant, pour le nouveau nucléaire, je ne sais pas ce qui sera décidé, mais je pense que ce sera à celui qui fixera le plafond et le plancher de prévoir comment le revoir périodiquement. Et donc, il faudra sûrement, je dirais, prévoir des mécanismes. D'ici là, je pense qu'on aura peut-être changé encore de mécanisme. À l'heure actuelle, ça a eu tendance à monter parce que les efforts, je dirais, marginaux en faveur des économies d'énergie sont relativement coûteux. Ceci étant, certains pensent qu'il y a un potentiel absolument énorme qui devrait peser plutôt à la baisse. Je pense qu'on est plutôt vers un système qui pèsera à la hausse. Ceci étant, je ne peux pas vous dire en pourcentage quel peut être l'impact. Mais c'est en effet un élément important. Si on met une contrainte de faire énormément d'efficacité énergétique, il faut trouver les compléments. Pour les opérateurs, c'est un élément qui va intervenir dans le coût. Oui, les fortes ambitions sur l'efficacité. Alors ça, c'est l'éternel débat. Quand on veut faire de l'efficacité énergétique, est-ce qu'il faut jouer sur les taxes, notamment la taxe carbone pour pénaliser? Est-ce qu'il faut jouer, ou les prix d'une façon plus générale, est-ce qu'il faut jouer sur, je dirais, les règlements, les normes, modifier les comportements? Comment modifier les comportements? J'aurais tendance à dire, l'expérience montre qu'il faut jouer sur tout. Ce qui me paraît historiquement peut-être le plus efficace, c'est quand même les normes. Parce que c'est en changeant les réglementations que, au fil du temps, je dirais, les nouvelles mesures s'imposent. Donc, moi, je pense qu'il faut beaucoup jouer sur les normes. Ceci étant, annoncer une augmentation des taxes, par exemple, en France, c'est vrai que l'augmentation de la taxe carbone a été très, très mal perçue par la population, il y avait une sanction. Alors, et c'est là où, je dirais, il faut regarder concrètement les conséquences des choix publics. Augmenter la taxe carbone, c'est un bon principe en soi. C'est un bon principe parce qu'il y a des externalités négatives. Le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait une alternative. Quand vous augmentez le prix,
si la demande est captive, si l'élasticité de la demande au prix est nulle, la personne est pénalisée. Or, en augmentant la taxe carbone, on pénalise qui? On pénalise les gens très modestes, souvent d'ailleurs des retraités, les gens modestes qui vivent en banlieue parisienne, qui sont chauffés au fioul encore, il y en a quand même pas mal, qui ont des véhicules anciens, donc polluants, et je dirais qui ont un revenu modeste. Donc je dirais ils sont pénalisés sur tous les plans. Donc à ce moment-là, ça veut dire que si on augmente les taxes, si on augmente les prix, parce que la logique en économie, c'est quand même que le prix doit suivre le coût et doit suivre le coût complet. Le coût complet doit prendre en compte les externalités positives ou négatives, et surtout, en l'occurrence, surtout négatives. Mais encore faut-il qu'on tienne compte des impacts sur le comportement et qu'il y ait des compensations. Et je pense que l'erreur a été de ne pas envisager ces compensations ou d'y réfléchir après. Alors, quand on regarde le bâtiment, bon, il est certain que pour les bâtiments neufs, ce n'est pas le problème, mais le bâtiment ancien, quand on voit le rythme de renouvellement du bâti, c'est 1% par an. Bon, en plus, on ne peut pas demander aux gens de faire du calcul économique. Je dirais, si la personne a 70 ans, on lui dit, vous savez, vous faites un investissement qui va coûter 30 000 euros, mais vous gagnerez 1 000 euros par an sur votre facture. Je ne suis pas sûr que là, même le calcul économique sans actualiser ou même en actualisant, je ne suis pas sûr que ça arrive à le convaincre de prendre la décision. Donc on voit tout de suite que là, il y a des contraintes et on l'a vu sur les bâtiments. Et c'est vrai que les deux postes qui aujourd'hui sont le plus émetteurs de gaz à effet de serre et de CO2 en particulier, c'est bien sûr le transport et c'est le bâtiment. C'est les deux postes principaux. Alors moi, je crois plutôt aux vertus des normes. En même temps, la taxe carbone, je dirais, elle a des avantages, le prix aussi. Il faut faire payer aux consommateurs les conséquences de sa présence sur le réseau. Bon, ça, c'est la tarification. Je dirais, le grand mérite d'EDF, c'est d'avoir expliqué que les prix doivent suivre les coûts. Et donc, quitte à compenser autrement, alors soit par des tarifs spéciaux, soit par un chèque énergie, soit par d'autres mesures, à compenser pour ceux qui ne peuvent pas payer. Mais ça, c'est un autre problème. Ce n'est pas au tarif de l'électricité de faire la politique sociale. Bon. Donc, je dirais sur ce plan, il y a un enjeu important, en effet, sur les mécanismes pour conduire à l'efficacité. On est très ambitieux en Europe sur l'efficacité énergétique. La réalité est beaucoup plus modeste. Il ne s'agit pas de pénaliser l'autoconsommateur. Il s'agit simplement de dire que le système actuel pour tous les consommateurs ne prend pas en compte suffisamment la dimension puissance. Et donc, parce que quand on achète de l'électricité, on demande d'accéder à une certaine puissance. Alors peut-être que les gens souscrivent une puissance trop importante. Bon, c'est vrai que si on fait la somme de tous les contrats de puissance souscrits, on est bien au-dessus de la puissance disponible en France. C'est logique parce que, je dirais, c'est le foisonnement. Alors ça aussi, c'est un des grands mérites des réseaux, c'est le foisonnement. Et donc, il ne faut jamais sous-estimer, parce qu'on dit, demain, on va avoir que de l'électricité décentralisée. Tout le monde fabriquera son électricité, tissera son linge et fabriquera ses chaussures. Moi, je ne suis pas de ces gens-là, mais on peut avoir un système, en effet, où la production décentralisée sera beaucoup plus importante, mais on ne pourra pas bénéficier du foisonnement. Il faudra que les gens sachent qu'ils ont du stockage ou alors qu'ils ont une puissance maximale. Donc, les mérites du foisonnement et des réseaux interconnectés, il ne faut pas les sous-estimer. L'histoire de l'électricité nous montre que l'interconnexion est un élément favorable. Alors, l'objectif, c'est d'augmenter la part puissance. J'ai pris le cas de l'autoconsommation parce que c'est un cas limite. Il ne s'agit pas de pénaliser l'autoconsommateur, mais il faut bien aussi que l'autoconsommateur paie les conséquences, je dirais, de l'utilisation du réseau. Alors, parce qu'une solution peut être que c'est un tarif de secours. C'est-à-dire qu'en fait, l'autoconsommateur, s'il a une consommation, il a une puissance installée qui lui permet de passer l'essentiel, il ne fera appel au réseau que, je dirais, comme tarif de secours. Il existe des tarifs de secours. À ce moment-là, il faut réfléchir, je dirais, au profil de consommation et probablement adapter le système à la courbe de charge, c'est-à-dire adapter le système au profil du consommateur. Alors, sur le coût de desserte, oui, je suis d'accord, on ne peut pas. Alors, on revient encore à la tarification à la puissance. Bon, il y a en effet le problème des pertes. Donc là, c'est fonction, évidemment, de la quantité d'électricité soutirée.
Donc on ne peut pas peut-être avoir un système 100% calé sur la puissance parce qu'il y aura de toute façon un minimum de pertes, je dirais, à prendre en considération. Donc il y a de toute façon en effet un coup de desserte. Je pense, ça revient au débat qu'il y avait avec Étienne Becker sur la tarification totalement à la puissance. Bon, pour l'instant c'est un peu théorique, mais je pense que l'important, aussi bien pour le consommateur que pour les réseaux, c'est en effet d'augmenter la part puissance. Alors, le problème, il y a un débat en effet pour savoir si le fait qu'on paye plus à la puissance ne risque pas d'entraîner une surconsommation en disant, puisque je paye à la puissance, je vais surconsommer. Bon, il peut y avoir des mécanismes qui, je dirais, font que la puissance il y ait une incitation à ne pas le faire. Alors, il peut y avoir puissance à certaines périodes. Certains ont réfléchi à des mécanismes. On peut avoir des systèmes un peu hybrides entre l'ancien système et le nouveau système. Alors, je ne sais pas si c'est une culture française. Je ne suis pas sûr que les Français n'aient pas confiance dans les mécanismes du marché. Ils voient bien l'intérêt du marché. Simplement, il faut bien comprendre dans la libéralisation, le processus historique de libéralisation, que le consommateur français, lui, il avait l'habitude d'avoir une électricité qui était fiable, à un prix relativement faible par rapport à la moyenne européenne, et le système fonctionnait bien. On lui a expliqué qu'avec le marché, ça fonctionnera encore mieux. Il n'a pas eu le sentiment que c'était le cas. Donc, il y a un peu l'idée que le marché, s'il n'apporte pas, je dirais, un supplément de bien-être, on n'en voit pas très bien l'intérêt. D'ailleurs, au départ, je signale que dans les textes, on n'avait pas nécessairement prévu d'aller à l'ouverture jusqu'au consommateur final, puisqu'il y avait le système de l'acheteur unique qui avait été envisagé. Bon, la France, d'ailleurs, l'avait proposé. Finalement, on y a renoncé peut-être un peu vite. Aujourd'hui, certains se demandent s'il n'avait pas des vertus et s'il ne faudrait pas revenir à un système de ce type. À force de réguler, on peut dire que c'est peut-être un système qui aurait mérité d'être davantage exploré. Je ne pense pas qu'il y ait une défiance intrinsèque des Français. Simplement, les Français observent ce qui est vrai qu'ils ont, même avec l'augmentation actuelle des prix de l'électricité, ils restent parmi les consommateurs européens ceux qui ont une électricité à la fois fiable et relativement bon marché par rapport au reste de l'Europe. À 17 centimes le kilowattheure pour un Français, on est à 29-30 centimes pour un Allemand. Alors, il faut quand même voir la réalité des choses, c'est celle-là. Hein. Et donc, les Français sont plutôt favorisés de ce point de vue. Alors, on peut aussi se demander si, à un moment donné, EDF n'a pas trop baissé les tarifs et a eu du mal à les augmenter. Je pense que là, il y a historiquement eu, probablement, mais Jean Bergugneau pourrait nous en dire plus, moi je ne suis pas... Mais il y a probablement une erreur de la part d'EDF en disant, je vais vous montrer qu'avec le nucléaire, on va baisser les tarifs, on les baisse, on les baisse, on les baisse, sauf qu'à un moment donné, on aurait peut-être eu intérêt à pas trop baisser les tarifs pour engranger un peu de réserve pour ensuite faire face à d'autres investissements. Donc là, il y a peut-être eu une erreur stratégique à un certain moment de trop baisser les tarifs. Et après, quand on les a baissés, on a du mal à expliquer qu'il faut les augmenter. Mais il y a quand même une règle d'or. La règle d'or, c'est les prix doivent suivre les coûts et les coûts complets. Donc si les coûts augmentent, les gens disent le marché, ça fait baisser les prix. Non, le marché, ça fait baisser les rentes. Ça ne fait pas baisser les prix. Si les coûts baissent, les prix baissent. Mais si les coûts augmentent, il paraît logique, si le prix du pétrole augmente, qu'on paye le pétrole plus cher. Ça paraît logique à tout le monde. Donc, le marché, il peut faire baisser les coûts parce qu'il va faire de l'innovation. La grande mérite de la concurrence, c'est l'incitation à l'innovation. Et l'incitation à l'innovation peut faire baisser les coûts. Mais je dirais l'idée qui consiste à dire c'est en économie de marché, donc les prix baissent, c'est un raccourci. Je pense qu'il faut avoir conscience de ça. C'est quand même le consommateur qui va payer. Ceci étant, les transitions énergétiques ont toujours été coûteuses. Les transitions énergétiques ont toujours été coûteuses, à la fois pour des investissements nouveaux et pour les investissements échoués. Le gros problème dans les choix que l'on fait, c'est le coût de la non-décision et c'est le coût d'une décision qui fait qu'on a fait des investissements qui ne sont plus rentables. Et je crois que... Alors ça, c'est un sujet très important quand on ferme des centrales. Bon, je ne sais pas si c'est le sujet, mais quand on ferme, par exemple, des centrales nucléaires, mais ça a été vrai c'est vrai pour les centrales à charbon, ça l'a été dans le passé pour les mines,
Le commissariat au plan, d'ailleurs, avait élaboré un concept très intéressant qui était le concept de coût de régression, coût technique de régression, coût social de régression. Quand on ferme des activités qui existent pour aller vers de nouvelles activités, il y a un coût de la fermeture. Et le coût, il y a un coût direct, il y a un coût indirect, il y a un coût social. Il faut tenir compte de tous ces coûts. Alors, il y a nécessairement, je dirais, quelqu'un qui doit payer. Alors, c'est peut-être une bonne décision. Simplement, il faut bien tenir compte du fait que à un moment donné, les décisions prises peuvent entraîner des coûts sociaux importants. Alors, pour dire la libéralisation a des vertus, etc., quels ont été un peu les perdants de la libéralisation? Beaucoup ont dit la libéralisation, vous allez voir, les grandes entreprises comme EDF vont aller partout dans le monde, ça va être une opération fantastique. À mon avis, les grands perdants de la libéralisation, c'est les opérateurs historiques. Hein, bon, d'une certaine façon, ils ne sont pas vraiment gagnants dans cette opération. Hein. Bon, je ne suis pas sûr qu'un bon planificateur aurait pas pris des bonnes décisions. Regardez aujourd'hui, alors ce n'est pas fini la libéralisation, parce qu'il faut regarder qu'aujourd'hui, la capitalisation boursière d'EDF, elle vient de monter un tout petit peu ce week-end parce que la décision du corridor a fait monter un peu l'action. Mais c'est aux alentours de 40 milliards, un peu plus, 40 milliards de dollars. Regardez Total, ça doit être 4 fois plus, même 5 fois plus. Et regardez les opérateurs du numérique. Il y en a qui sont à plus de 1000 milliards. Et or, aujourd'hui, à la fois les pétroliers et les opérateurs du numérique s'intéressent au marché de l'électricité. Les pétroliers, parce qu'ils savent que demain, le véhicule sera électrique, donc il faut être présent sur ce segment automobile. Et les opérateurs du numérique, parce qu'ils savent que demain, la voiture aura beaucoup d'électronique embarquée, que les objets connectés ont besoin de l'appui des entreprises du numérique. Et d'ailleurs, aujourd'hui, Amazon vend de l'électricité aux États-Unis. Donc, il faut bien voir que les opérateurs historiques, aujourd'hui, ils doivent faire face non seulement à des concurrents, je dirais, c'est très bien, les concurrents sur le marché français, des opérateurs, des start-up, des opérateurs étrangers, etc. Mais ils doivent faire face, et devront faire face de plus en plus à la concurrence des pétroliers et à la concurrence des opérateurs du numérique. Et ils ne jouent pas nécessairement dans la même cour. Du moins, si vous prenez comme critère soit le chiffre d'affaires, soit la capitalisation boursière. Sur le projet Hercule, quand on le regarde, on peut se dire Bruxelles va avoir du mal à dire oui, parce que dans le bleu, donc régulé, public, on met EDF Production, donc ça c'est logique, à la fois hydraulique et nucléaire. On y met RTE, parce que c'est régulé. En plus, je dirais RTE, c'est comme actif dédié pour la déconstruction des centrales, donc c'est important que ce soit là. On y met Framatome, apparemment. Alors là, déjà, Framatome, je sais bien que le capital est ouvert à Mitsubishi, mais Framatome, ça veut dire que c'est quand même une entreprise qui va vendre des centrales, pas seulement à EDF, a vocation à vendre à d'autres. Hein. Donc déjà, on peut s'interroger. Mais on n'y met pas Enedis, qui est pourtant du régulé. Alors j'ai eu la même réaction. Quand on voit le vert, on met Enedis avec l'activité ENR, avec les activités de service. Pourquoi est-ce qu'on met Enedis là, alors qu'il y a une logique à faire transport-distribution? Alors en effet, la première explication à laquelle on peut penser, c'est pour ouvrir à terme les concessions. Il y a une autre explication, c'est que si on fait un EDF vert, avec juste les renouvelables, les activités commerciales ou autres, ça va être une entreprise dont la valeur en bourse va être modeste. Donc très facilement opéable. Donc si on y met Enedis, qui est un gros morceau quand même, parce que sur le plan de la valeur en bourse potentielle, Enedis, c'est important. Si on y met Enedis, ce sera peut-être plus difficilement opéable. Je ne sais pas quelle est la bonne explication. Je pense que du point de vue du régulateur, du point de vue de la Commission européenne, cette idée de scinder les réseaux en disant qu'il y en a un qui est ouvert plus à la concurrence que l'autre, alors c'est vrai qu'il peut y avoir des services plus importants au niveau de la distribution, mais il y a un problème de cohérence du schéma. Je suis assez d'accord. Alors c'est vrai que à terme, on peut ouvrir davantage, plus facilement peut-être Enedis, parce que les collectivités locales veulent probablement elles aussi pouvoir plus facilement entrer au capital.
Le deuxième point, alors, sur ce projet aussi, il y a un point que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, parce qu'on ne peut peut-être pas parler de tout en même temps, c'est le fait que dans le projet, si j'ai bien compris, dans le projet de l'arène type serpent, enfin, arène 100% arène avec un système qui fluctue entre un prix plancher et un prix plafond, lorsque EDF a pris un engagement pour sa production nucléaire, si l'engagement n'est pas respecté, sauf cas de force majeure, EDF aura l'obligation de compenser, c'est-à-dire d'acheter sur le marché l'électricité qu'elle n'a pas fournie avec ses centrales. On peut dire que c'est une très forte incitation à la performance des centrales nucléaires. Si vous n'êtes pas bon, c'est vous qui allez en supporter les conséquences. Ça, à mon avis, c'est une épée de Damoclès. Hein, parce qu'il faudra faire très attention aux engagements qui sont pris. Mais bon, tout n'est pas ficelé. Hein. Je crois que c'est mis sur la table pour justement donner lieu à des discussions. Alors, je ne sais pas si mon interprétation est la bonne. Hein. Je ne suis pas sûr nécessairement, mais il faut toujours regarder dans le détail ce qui est annoncé. Alors, c'est vrai que le paradoxe, c'est que GRDF peut faire de la publicité pour le gaz. GRDF est en charge, en quelque sorte, du développement du gaz. Enedis n'a pas la même mission. En même temps, on peut dire que ça compense un peu parce que la loi française reconnaît qu'il y a un droit à l'électricité quand même. Donc on peut dire, tout le monde a conscience que l'électricité, je dirais, c'est un produit qui doit être accessible à tous. En même temps, c'est vrai que faire de la publicité pour développer les usages électriques, on a l'impression que le législateur a un peu, je dirais, de ce point de vue, perturbé ou contraint l'opérateur historique. Alors, est-ce que c'est parce que dans le passé, il a des remords en disant dans le passé, j'ai un peu trop favorisé certains usages électriques dans le chauffage et que maintenant, pour compenser, je le fais dans l'autre sens. Ce qu'on peut observer quand même, c'est que la nouvelle réglementation thermique ne favorise pas le gaz. Hein. Donc les gaziers, à mon avis, ne doivent pas être très très contents parce que le biogaz, oui, mais à l'heure actuelle, la nouvelle réglementation n'est quand même pas très favorable au gaz. La CRE, c'est une autorité administrative indépendante qui, normalement, est en charge, comme son nom l'indique, du régulé. Mais elle ne peut pas se priver, en regardant le régulé, de regarder ce qui est à droite et à gauche, et notamment de se préoccuper de la concurrence, des conséquences en amont et en aval. Je rappelle qu'il y a une autorité de la concurrence aussi. Hein. Donc, il y a un partage de compétences. Donc, il y a toujours peut y avoir un flou entre les compétences de l'une et de l'autre autorité. Alors, c'est vrai que la CRE donne des avis, la CRE fait des propositions, mais en France, on a une vieille tradition, c'est que c'est le ministre qui décide. Bon. Alors, dans le passé, d'ailleurs, il pouvait décider autrement que ce que faisait la CRE. Aujourd'hui, d'ailleurs, s'il ne dit pas dans les 2 mois pour le tarif, si le tarif est bon, il s'applique automatiquement, parce qu'avant, le ministre, il ne répondait pas. Ensuite, le ministre, il ne peut pas modifier la note. Il peut demander à la CRE de revoir la copie. Je crois que ça se fait une fois, hein, c'est Mme Royal qui a dû faire ça, en disant « revoyez votre copie, je ne suis pas d'accord ». Mais ce n'est pas elle qui fait la copie. Donc, elle a quand même du pouvoir. Alors, elle fait des recommandations, mais le politique intervient in fine. Alors nous, on n'est pas en France dans la tradition anglo-saxonne où en effet la compétence va jusqu'au bout. Hein. C'est toujours le politique qui in fine, je dirais, décide, mais ça c'est le centralisme français. L'avantage quand même, c'est que la CRE le fait sur la base d'éléments objectifs. Alors, dans le passé, on va dire, c'était les gens du ministère qui faisaient ça très bien, mais là, c'est une autorité indépendante qui peut avoir un avis différent de l'avis des pouvoirs publics. Alors ensuite, il y a des négociations. Je pense quand même que c'est un système, quand on voit comment la CRE évoluait, alors elle a aujourd'hui, je dirais, bien établi ses compétences. Moi, je suis assez, je dirais, admiratif de la façon dont fonctionne la CRE. Et quand on regarde, je dirais, les documents publiés par la CRE sur la période, on s'aperçoit que c'est relativement important. La CRE a des arguments. Et donc, elle fait des recommandations. Alors que le politique ne suive pas, mais ça, je dirais, on est à l'habitude. Hein, le politique a des contraintes qui font qu'à un moment donné, on peut le voir dans le domaine de la taxe carbone. On prend des engagements, puis quand ça coince, eh bien, on arrête l'engagement, mais je dirais c'est le choix politique.
Je pense que le système avec une autorité administrative indépendante, c'est un système anglo-saxon. C'était tout à fait loin de la logique française. Et on a quand même réussi, je dirais, à le prendre en compte. Et je pense que de ce point de vue, ça ne fonctionne pas si mal que ça. Elle a un pouvoir important, la CRE. D'abord, elle a un pouvoir d'information, elle a un pouvoir d'investigation. Alors, in fine, sur certaines décisions, c'est encore le politique qui a la main, mais avec le temps, je pense que le pouvoir ne peut qu'augmenter. Et je pense que de ce point de vue, c'est une bonne chose. Est-ce qu'on prend chez les Anglais une partie sans prendre l'ensemble de la logique? Oui, les Anglais, quand ils ont une perception de régulation avec... ils avaient déjà introduit d'ailleurs un prix plancher sur le carbone, hein, qui était un bon système en disant le prix du carbone ne peut pas descendre en dessous d'un certain seuil. Ils ont un système qui est parfaitement cohérent. Nous, il faut qu'on tienne compte aussi du fait que ce qui se passe en France doit tenir compte de ce qui se passe aussi dans les pays limitrophes, et notamment l'Allemagne. Je crois que c'est important de ce point de vue. Alors, est-ce que le serpent, c'est comme le contrat pour différence? Ça y ressemble, sauf que dans le contrat pour différence, le contrat se fait avec la puissance publique, c'est-à-dire qu'il y a un engagement du gouvernement anglais pour Hinkley Point. EDF s'engage à un prix, donc c'est un prix. EDF s'engage, je dirais, à une garantie, pardon, sur un prix. Si le prix du marché est plus rémunérateur, EDF doit reverser la différence. Si le prix du marché est moins rémunérateur, EDF reçoit la différence. Là, c'est un système plus subtil. Le système français, c'est un système beaucoup plus subtil puisque c'est un contrat, je dirais, d'EDF avec tous les autres fournisseurs. Hein. Donc, il faut voir à l'expérience comment ça va marcher. Pour l'instant, moi, les informations que j'ai, c'est un beau sujet de thèse, hein, pour les étudiants, c'est un très beau sujet, ça. Ce qui me surprend, c'est que la différence entre le prix plancher et le prix plafond soit très faible. Elle n'est que de 6 € par mégawattheure. À mon avis, c'est vraiment très très faible. La contrainte est très forte. Il y a aussi cette contrainte qui fait que si EDF ne fournit pas la quantité prévue sur les, alors je crois que c'est 24 mois, EDF aura l'obligation d'aller chercher le complément sur le marché. C'est une contrainte qui peut être forte pour EDF. Alors, est-ce qu'on va aller vers plus de réglementation à terme? Je ne sais pas, je vois qu'on a quand même beaucoup évolué. Aujourd'hui, on essaye de réguler, on fait confiance au marché, mais comme on voit que le prix du marché ne fonctionne pas bien, on régule. C'est vrai aussi pour le prix du CO2. Regardez, je me souviens, c'est au sommet de Johannesburg, hein, en 2002, que le président de la Commission européenne a annoncé qu'on allait mettre en place un marché du carbone. Bon, c'est le fameux sommet où Jacques Chirac a fait son fameux discours. Et donc, en 2005, le marché du carbone a fonctionné. D'ailleurs, il a pas mal fonctionné dans un premier temps. Ensuite, ça a été un problème parce qu'on avait probablement distribué trop de quotas gratuits. L'autre problème, c'est que la croissance économique avait chuté par rapport aux prévisions. Et donc, le prix du carbone a chuté. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on enlève un certain nombre de quotas. Donc, on est bien obligé de réguler. Donc, si vous voulez, on est dans des domaines où on ne peut pas faire une confiance absolue au mécanisme du marché. Alors, d'ailleurs, la logique de la libéralisation, c'est on essaye le marché. S'il y a des externalités négatives, on fait un marché des externalités. C'est un peu ce qui se passe. Hein. On fait confiance au marché. Si ça ne marche pas, eh ben, on met en place un nouveau marché pour compenser les inconvénients du premier. Alors, le serpent, il ressemble un peu au CFD, d'une certaine façon, c'est un peu le même mécanisme. Au fond, le gros avantage du serpent, à mon avis, c'est que ça donne un prix plancher. C'est le prix plancher qui est important pour EDF, parce que ce sera une garantie que le nucléaire sera rémunéré. C'est une façon de sanctuariser un peu le nucléaire. Ça, c'est l'avantage du nouveau système. On sanctuarise le nucléaire et on introduit une régulation symétrique entre EDF et les fournisseurs, alors qu'on a EDF Production, parce qu'en effet, EDF Commerce, c'est un fournisseur comme un autre. Mais on introduit, je dirais, une certaine symétrie, cette fois une certaine symétrie entre EDF producteur de nucléaire et les fournisseurs. Alors qu'avec le système de l'AREN, c'était un système qui était asymétrique. Mais l'AREN, c'était prévu jusqu'en 2025, en sachant qu'il était prévu aussi que le gouvernement fixait le prix au départ et que c'était la CRE qui allait le faire.
personne n'avait envisagé, hein, Jean, qu'au départ, on allait rester jusqu'en 2020 avec le tarif de 42. Hein. Bon, alors les circonstances ont fait que c'est le cas. Alors les TRV en gaz, ils disparaissent. Hein, ils vont disparaître. Bon, ça ne concerne pas tous les Français. En électricité, moi, je ne mettrai pas ma main au feu que les tarifs, le TRV bleu est pérenne. Hein. Je ne suis pas certain qu'on va maintenir longtemps. La Commission européenne n'y voit pas malice. Elle considère, bon, le consommateur domestique, bon, en dessous de 36 kVA, bon, le consommateur domestique, très bien, il faut le protéger, donc pourquoi pas. Je ne suis pas certain que ce soit pérenne, parce qu'on peut très bien avoir un système, d'ailleurs c'est le cas aujourd'hui, les fournisseurs s'engagent avec, je dirais, avec le client pour garantir un certain tarif. Et donc, ça pourrait se faire de façon bilatérale. D'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup de... EDF perd des clients tous les mois. Hein. C'est 100 000 clients par mois à peu près, je crois. Hein. Donc, EDF a perdu beaucoup de clients, y compris de clients domestiques. Bon. Donc, simplement, c'est un message. Le TRV bleu, il est certain que... Annoncer la semaine prochaine que le TRV bleu va disparaître, je ne suis pas sûr que ça n'entraîne pas quelques mouvements sociaux. Donc, à éviter absolument. Alors, il y a le droit en plus au retour, oui. Alors, c'est vrai que pendant longtemps, il n'y avait pas le droit au retour, ce qui était un handicap. Donc, le fait qu'il y ait un droit au retour, c'était vrai, c'est une garantie. Mais moi, je ne pense pas que le TRV bleu soit absolument pérenne. Oui, en surcapacité, c'est-à-dire qu'évidemment, quand les renouvelables fonctionnent et qu'on n'a pas besoin d'électricité, donc on a un problème. Et puis, si on réduit... parce qu'on a beaucoup de renouvelables merit order et que les centrales nucléaires fonctionnent néanmoins jour et nuit et qu'on n'en a pas besoin... La question, c'est est-ce que l'hydrogène est l'avenir de l'électricité? Et à ce moment-là, ça veut dire que dans la structure des prix, dans les investissements, on consent quand même à ce moment-là pas mal d'argent, pas mal de financement à la R&D. Et il ne faut pas louper le coche, là, pour le coup, puisque nous avons un peu partout dans le monde cette espèce soit d'illusion, soit d'espoir qui se lève pour l'électrolyse de l'eau. C'est vrai que le rôle d'un électricien, c'est d'anticiper les investissements futurs. C'est vrai d'ailleurs dans l'énergie pour un pétrolier aussi, sachant que tout se raisonne en incertitude. Aujourd'hui, les pétroliers, ils doivent faire des investissements en se demandant si il faut aller chercher du pétrole ou si on va sortir du pétrole, s'il faut aller le chercher à tel endroit ou à tel autre, quels sont les projets techniques. Donc l'incertitude, je dirais, elle existe dans toute activité industrielle. La seule chose, c'est que dans l'énergie, le temps est beaucoup plus long que dans d'autres activités. Alors, le rôle de l'État, c'est quand même de donner des indications. Dans le passé, rappelons-nous, au moment du plan Messmer 74, il était bien dit, on va développer le nucléaire et un jour, le nucléaire atteindra 75% de la production d'électricité. C'est ce qu'on a observé. Donc, l'État ne s'était pas trompé. On a atteint 75%. Alors, aujourd'hui, il y a des engagements, puis il y a un peu la pression de l'opinion publique. L'idée, c'est qu'il faut baisser la consommation de 50% à l'horizon 2050, consommation d'énergie finale. Je ne vous cache pas que personnellement, j'ai beaucoup du mal à le croire. Alors, je sais bien qu'il y a des prévisions autoréalisatrices, mais c'est quand même pas systématiquement le cas. Donc, j'avoue que là, il y a une ambition vraiment énorme. J'ai beaucoup de mal à croire qu'on va baisser la consommation de 50%. En revanche, c'est vrai que la consommation d'électricité doit croître. Alors maintenant, après avoir beaucoup tapé sur l'électricité, on a l'impression qu'avec les usages connectés, les véhicules électriques, l'électricité a toutes les vertus. En France, c'est vrai. C'est peut-être pas vrai dans tous les pays, parce que l'électricité, à condition qu'elle soit décarbonée, elle a en effet des vertus. Alors maintenant, sur les ENR, c'est vrai que, je dirais, on est quand même dans une situation un peu paradoxale, parce qu'on remplace de l'électricité décarbonée par de l'électricité décarbonée plus chère, au nom de la sauvegarde de l'environnement. Bon, je comprends qu'en Chine ou en Allemagne, on dise qu'il faut remplacer les centrales à charbon par du solaire et de l'éolien, quand l'électricité est décarbonée. Alors, c'est vrai que 60% de la population française pense que le nucléaire émet du carbone. Bon, déjà, il y a un problème d'information. Le rôle de l'État serait peut-être déjà d'informer l'opinion publique. Alors, le nucléaire, certes, dans certains milieux, mauvaise presse, mais l'idée, c'est
on remplace du nucléaire. Bon, il se trouve que tout à l'heure, je citais une étude, j'en ai fait une autre, tout petit peu plus ancienne, qui consistait à regarder le coût pour l'opérateur historique de l'injection de renouvelables. Toujours en prenant les chiffres de 2015, ça se met à peu près autour de milliards d'euros, c'est plusieurs milliards d'euros. Parce qu'il y a d'un côté le fait qu'il y a un effet de substitution, donc vous remplacez du nucléaire par des renouvelables, c'est autant de moins. Alors c'est vrai qu'EDF fabrique aussi du renouvelable, donc ils perdent d'un côté mais gagnent de l'autre. Mais ce n'est pas les principaux. Mais surtout, ça fait baisser le prix de gros, et donc à ce moment-là, vous vendez votre électricité nucléaire moins cher. Donc vous avez un peu la double peine. Le consommateur n'est pas gagnant, sauf si son prix est vraiment calé sur le prix spot, parce que lui, de toute façon, il faut qu'il paye le surcoût, il paye les taxes. Donc c'est un système de transfert de richesse. Et donc ça porte à peu près sur 5 à 6 milliards. C'était ça la conclusion. Donc c'est vrai que, bon, aujourd'hui, c'est normal qu'on soit présent dans des technologies de pointe comme l'éolien, offshore, etc. Alors maintenant, si on fait un bilan complet en carbone ou en analyse du cycle de vie, est-ce qu'importer des cellules photovoltaïques de Chine, c'est nécessairement, je dirais, un bon système? Alors certains disent qu'il faut taxer les cellules photovoltaïques chinoises. Oui, à une condition, c'est qu'on applique la théorie, je dirais, des industries dans l'enfance qu'on protège, mais à condition de développer une industrie nationale. Parce que si c'est pour taxer les cellules photovoltaïques chinoises sans en faire chez nous, ça veut dire que le prix des cellules va monter, donc le prix va monter pour le consommateur final. Donc c'est peut-être pas nécessairement une bonne idée. Mais il y a pire, parce que ce qui est aujourd'hui inquiétant, c'est qu'on n'est pas présent dans les batteries. Ou très peu présent dans les batteries. Et donc, là, regardez les 10 premiers constructeurs de batteries, il y a 7 Chinois, 2 Coréens, 1 Japonais. Il n'y a pas d'Européens, il n'y a pas d'Américains non plus, vous me direz, même s'ils sont indirectement présents dans une des compagnies. Mais c'est vrai que là on a quand même une politique qui, sur le plan, je dirais, de la logique, pose problème. Mais c'est un choix qui consiste à dire, d'ailleurs la ministre l'a rappelé, c'est on ne peut pas dépendre au-delà d'un certain seuil. Alors quel est le seuil? On ne peut pas dépendre au-delà d'un certain seuil d'une seule énergie. Avant on disait on ne peut pas trop dépendre du pétrole, mais il est importé. Le nucléaire, il est national. Bon, alors c'est l'idée, si demain on avait un problème, comprenez, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est un peu ça, la seule justification politique. Mais à mon avis, elle n'est pas très, très scientifique. Oui, alors le power... Alors, si on regarde le power to gas, dans l'état actuel des choses, c'est coûteux, c'est très cher. En plus, il faut être sûr que les électrolyseurs, on va pouvoir les utiliser à plein. Parce que je crois que ce qui n'est pas très bon, mais là, je m'aventure sur un terrain qui n'est pas trop le mien, c'est que des électrolyseurs qu'on utilise de façon un peu trop variable, ça pose des problèmes. Alors maintenant, d'autres questions peuvent être liées à ça. Est-ce que si on fait d'hydrogène, il faut le mettre, par exemple, dans le tuyau de gaz? On peut le faire jusqu'à 7 ou 8%. Est-ce qu'il faut faire des véhicules à hydrogène? Est-ce qu'il y a d'autres usages de l'hydrogène? Moi, j'aurais tendance à dire, sur les usages, je pense que le véhicule électrique a plus d'avenir que le véhicule hydrogène. Simplement, le véhicule hydrogène, il a sûrement des niches, et probablement une niche au niveau de la mobilité lourde, on va dire. Donc là, il y a sûrement une niche. Mais je pense que si demain, on doit choisir, c'est plutôt le véhicule électrique qui s'imposera. Écoutez, alors moi, j'ai trouvé ça absolument passionnant, donc je voudrais vraiment remercier le professeur Percebois. Et en même temps, je suis angoissé par toutes les tâches que nous devons réaliser pour une certaine cohérence du système, à la fois l'équité, l'efficacité économique, qu'on ne se trompe pas de projet. En tous les cas, je ne sais pas, je crois qu'on va vous faire revenir, monsieur le professeur, dans une année ou deux, pour voir à peu près où l'on en est. Donc merci beaucoup, c'était tout à fait passionnant. Merci de vos questions à tous aussi, parce que je vois que c'est un sujet auquel nous sommes tous extrêmement sensibles et il y a beaucoup de compétences dans cette salle, donc bravo, merci beaucoup.